Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 141 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 4e numéro de la syllabe. Donc, la syllabe, bien entendu, petit jeu de mots pour la syllabe, le top 100 du Basket Lab, top 100 des joueurs de 2023. Et donc aujourd'hui, déjà le 4e numéro de ce top 100 qui est non seulement construit petit à petit, mais aussi, c'est vrai que je le précise peut-être pas assez, mais vous l'aurez remarqué, c'est un top 100 participatif, bien entendu. Donc participatif pour les auditeurs déjà, mais aussi participatif de la communauté basket et du paysage un peu médiatique basket, puisque on va recevoir plein de mondes différents sur ce top 100 pour venir classer et réaliser des épisodes de ce top 100. Et donc, aujourd'hui, nous recevons un membre d'un autre média, après avoir reçu Azad de QBasket, Amine de Dunk Hebdo et Camille, anciennement également de Dunk Hebdo et un peu indépendant sur Twitter maintenant. Aujourd'hui, nous recevons pour ce 4e numéro Titouan Cronier. Ticro sur Twitter et @cronier Titouan bien entendu, et Titouan qui est membre du média Le Café Crème Sport, notamment, et également du podcast Le Trèfle. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 4e numéro de notre top 100 de 2023, la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre 4e numéro de, j'allais dire la centaine, non, de la syllabe. La centaine, c'était l'été dernier, pardon. Mais donc, 4e numéro de la syllabe, et donc, on est avec quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà venu régulièrement sur le Basket Lab. On est avec Titouan. Comment ça va, Titouan ? Ah, ça va très bien. Je suis curieux de voir quel jeu de mots tu vas trouver pour le top 100 de 2024. Non, ce sera la syllabe 2024. Là, c'est la syllabe 2023. Bon, attends, déjà, avant de faire la 2024, essayons de finir celle-ci. C'est déjà le challenge. Titouan, que vous connaissez, Titouan Cronier de Café Crème Sport, évidemment, et aussi du podcast Le Trèfle. Et je crois notamment que c'est surtout sur Le Trèfle que vous avez des podcasts qui devraient sortir ou qui seront sortis au moment où celui-ci sera publié, notamment une FAQ, je crois. Oui, c'est ça qui devrait sortir là au moment où on enregistre d'ici quelques jours, là, donc dans la 2e semaine d'août. Et Café Crème Sport, c'est un peu la période un peu creuse pour toi, puisque tu fais surtout les prospects là-bas. Donc là, c'est bon, la draft est passée. Ouais, on a un peu de jours de répit avant de reprendre ça vers novembre. En principe, ça recommence vers novembre à peu près, les matchs NCAA. Tu n'es pas la team tournois internationaux, toi ? C'est pas ta spécialité ? Je regarde un peu, mais surtout quand il y a des U20 ou les gars comme ça, mais les U18, les U16, enfin commencer à regarder le baby basket, non, je suis pas à ce point-là. Surtout que les corps évoluent tellement quand les gamins ont 16, 17 ans enfin même 15 ans, que je trouve que ça veut pas dire grand-chose de ce que tu vois quand un gamin a 15 ans et qui joue. Je trouve ça veut pas dire grand-chose, donc non. Bah après, tu sais, moi j'avais repéré Jokic en U6 à l'époque, et je l'avais déjà dit sur Twitter. Donc bon, après vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais je crois que le tweet avait été a été supprimé malheureusement. Mais bon bref, donc nous sommes sur la syllabe, la syllabe si, le chiffre romain C, le top 100 du Basket Lab, syllabe, vous aurez compris. Et donc procédure habituelle, nous allons parler de 5 joueurs aujourd'hui, 5 joueurs pris au hasard dans notre playlist de à peu près une centaine de noms. Et donc, on les prend au hasard, on en discute et on les classe. Avant qu'on commence, tiens, d'ailleurs, je peux quand même citer les noms du jour. Nous avons du Clint Capella, nous avons du Kentavious Caldwell-Pope, du Buddy Hield, du James Harden et du Jason Tatum. Ça veut dire que pour la 2e fois d'affilée, nous parlons de un des Jays, puisque la dernière fois, nous avons classé Jaylen Brown déjà, donc c'est un peu le hasard du calendrier. Et donc, justement, avant de passer à notre cuvée du jour, est-ce qu'il y a des remarques que tu as envie de faire sur le classement déjà existant? Pour l'instant, on a un top 15 après 3 épisodes, 5 par épisode, donc
top 15 au bout de 3, ça paraît logique. Est-ce que tu as des grosses revendications ou des classements qui t'ont choqué pour l'instant? Non, c'est vrai qu'en tant que fan des Celtics, j'ai trouvé Marcus Smart un peu bas en termes d'impact dans son équipe et Jaylen Brown, peut-être, je m'attendais à le voir devant Bradley Beal comme ça, mais au final, en se penchant un peu sur ces cas-là, sur les stats avancées, sur les cas de Bradley Beal qui est devant John Bond par exemple, ou d'un Wendell Carter Jr., en fait, on se rend compte que c'est pas complètement fou. Surtout que Marcus Smart fait pas une très grosse saison défensivement, Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc non, ça m'a l'air plutôt sensé. Bah, justement, je voulais un peu te poser la question sur Marcus Smart contre Wendell Carter, parce que c'était un peu un débat qu'on a eu avec Azad quand on l'a classé. Et j'ai voulu le mettre Carter Junior un peu devant pour le côté efficacité, surtout le rôle défensif qui est plus gros que Marcus Smart qui est porteur de balle mais inefficace et moins bon en défense. Donc ça te choque pas a priori? Non, parce qu'en fait, alors c'est un argument que j'utiliserai pour un autre joueur qu'on va classer, D'accord. mais Que tu arrêtes pas de me teaser en antenne depuis 10 minutes au moins. c'est ça. Mais en fait, je valorise énormément la protection de cercle. Ouais. Sur le côté Ok. défensif, qui pour moi, la protection de cercle aura toujours plus de valeur que la défense du point of attack, comme on dit. Et donc du coup, des joueurs qui, selon moi, ont un impact sur leur équipe à peu près équivalente, je vais toujours donner un petit avantage à celui qui est protecteur de cercle. D'ailleurs, je peux rappeler le classement rapidement pour ceux qui ne l'ont pas en tête, bien sûr, donc c'est-à-dire tout le monde, à part nous qui l'avons devant les yeux, et tant que le classement n'est pas trop gros. Pour l'instant, on a Trae Young, numéro 1, Paul George 2, Bradley Beal, Jalen Brown et Evan Mobley dans le top 5, Miles Turner, Wendell Carter Jr., Marcus Smart, Kyle Anderson et Tyrese Maxey pour compléter le top 10, et puis Grant Williams, Harrison Barnes, Jeremy Grant, Quentin Grimes et Gordon Hayward en 15. Donc voilà pour le classement actuel. Bah tiens, si t'as pas de remarques énormes sur ce classement-là, par rapport au best of the rest, des noms que je n'ai pas mis dans la playlist, est-ce qu'il y a des noms que toi tu aurais voulu voir intégrer potentiellement ce top 100? On a déjà parlé de Franz Wagner, on a déjà parlé de Trey Murphy, il y a Malik Monk et D'Angelo Russell qui ont été cités aussi. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que déjà dans ceux-là, il y en a que t'aimes bien? Non, dans cela, je dirais Trey Murphy et Franz Wagner, qui je pense, alors dans des rôles complètement différents, mais Wagner a eu beaucoup d'impact. On en parlait d'ailleurs en off, et pour nous, c'était même le meilleur joueur du Magic cette saison. Et Trey Murphy Pour toi, pas pour moi. Pardon. Je veux pas te mettre dans le même paquet. Il y a quand même Wendell Carter Jr. 7ème pour l'instant. Oui, c'est vrai. Mais et Trey Murphy, oui, qui a eu un impact aussi non négligeable sur les Pelicans, même si c'est dans un rôle beaucoup plus limité, on va dire, en termes d'utilisation. Ok. Donc tu appuies très fortement ces deux candidatures. Ouais, c'est ça. Qui tout le monde les appuie, donc effectivement enfin sans doute même qu'on va les inclure au final, on en discutera et on les classera. Pas d'autres revendications sur les ajouts peut-être? Non, pas spécialement. Ok. Bon, après ça viendra naturellement dans la discussion, je pense, notamment tout à l'heure. On verra. Mais ok, tradition également, avant d'attaquer joueur par joueur, comment tu t'en es dépatouillé pour les classer, les 5 du jour, les uns par rapport aux autres? Ok, alors mon classement, du coup, j'ai Tatum, Ouais, Harden, ouais, Capella, d'accord. KCP et Buddy Hield. Capella en 3, KCP en 4 et Buddy Hield en 5. Ok. C'est ça. J'avais quelque chose de très similaire. Effectivement, j'hésitais. Bon, Tatum 1 et Harden 2, ça me paraissait assez évident. J'hésitais entre KCP et Capella. Donc effectivement, je crois que pour l'instant, j'ai tranché un peu plus KCP, mais on verra. Et Buddy Hield, dernier de la QV, effectivement. Et est-ce que, oui, au niveau de ta philosophie, du coup, comment est-ce que tu as procédé pour essayer de mesurer cet impact-là sur 2023? Alors en fait, je me suis aidé du coup, évidemment de matchs que j'ai vus, notamment, on en parlait en off, mais Clint Capella que j'ai vu récemment parce que les Hawks, c'était une des équipes que j'avais le moins vu jouer. En fait, je me suis aidé de stats avancées, notamment le True Shooting Plus, je sais que t'aimes bien. Le ASIO aussi, Assist Percentage et Usage Percentage, parce qu'en fait, on parlait de la valorisation de la Rim Protection. D'un point de vue offensif, je vais donner beaucoup plus de valeur à des profils d'initiateurs qui ont pour moi du coup plus d'impact sur le jeu d'une équipe
que les profils de finisseurs. J'ai utilisé aussi tout ce qui est on-off, donc les net ratings, notamment pour les stars. On en avait Ouais. parlé un peu entre nous dans ton Discord notamment, et c'est vrai que les on-off pour les role-players, c'est à prendre avec beaucoup plus de pincettes parce que ça va être beaucoup plus influencé sur notamment si la star de l'équipe est sur le banc ou pas. Mais pour une star, je trouve que c'est assez intéressant de savoir comment se comporte l'équipe quand la star est justement sur le banc. Et enfin, l'autre stat que j'aime bien, que j'ai découvert qui est pas si vieille que ça, je crois. En tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Raptor. Je sais Ouais. pas si ça te dit quelque chose. Ouais, c'est Donc, une stat all-in-one, ouais. ouais, qui est une stat avancée de 538, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, qui d'ailleurs va disparaître bientôt, malheureusement, je crois. Ok, je sais pas. Mais voilà, c'est une stat, oui, un espèce de rating aussi all-in-one qui permet, avec évidemment toutes les pincettes qu'incluent les stats avancées all-in-one comme ça, mais qui permettent d'avoir une petite idée de l'impact offensif et défensif de manière générale d'un joueur sur son équipe. Donc en gros, le nombre de points qu'apporte ou que génère ce joueur quand il est en attaque ou en défense dans son équipe. Ok. Donc plein d'outils. Effectivement, c'est de ça dont on va discuter maintenant sur des exemples très concrets. Bon, bien, si tu veux bien, on peut attaquer. Premier joueur du jour à traiter. Partons sur James Harden. Donc 37 minutes de jeu par match, un peu moins de 37 minutes de jeu par match en moyenne. 58 matchs cette saison. 105 de true shooting plus sur 25% d'usage de basketball référence. Voilà un peu pour le topo de James Harden. Et c'est vrai que pour te lancer, c'est un cas qui est toujours plus polarisant et clivant que celui de James Harden, notamment de par son déclin. Ouais, James Harden, c'est un joueur qui est décrié en fait depuis Houston de toute façon. Et je pense que la réussite collective des équipes dans lesquelles il est passé n'a pas aidé. Il a un peu cette étiquette de partout où il passe, ça va pas si bien que ça. Donc, mais je trouve qu'on en fait beaucoup. On a tendance à oublier que encore cette saison, c'était un des, si ce n'est, un des meilleurs playmakers de la ligue. Et on a tendance à trop retenir ces playoffs parfois manqués ou parfois irréguliers. Je trouve que défensivement, il a fait des efforts. Alors on sent que c'est en fonction de son envie et de ses humeurs, mais il n'est pas aussi négatif que ce qu'on pourrait croire, je trouve. Et comme j'ai dit au tout début, de toute façon, je valorise énormément la création offensive, le ball handling, le playmaking. Et vu que James Harden est un des tout meilleurs là-dedans, dans la création du jeu pour lui et pour les autres, Ouais. pour moi, ça a beaucoup de valeur. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je trouve que la difficulté de le juger, puisque là on essaie de le juger sur 2023, la difficulté c'est par rapport à son déclin. Et donc on a toujours ces comparaisons un peu intuitivement par rapport à ce qu'il était en fait. Mais tu vois, c'est encore un joueur très efficace. Plus 105 de true shooting plus, donc plus 5% par rapport à la moyenne au niveau du scoring individuel. Clairement, c'est le meilleur du jour, hein, d'ailleurs. Clin d'œil pour le joueur qu'on abordera tout à l'heure, la superstar, qui sera classé plus haut, je pense. Mais voilà, on est encore sur un joueur efficace, même s'il ne l'est plus autant que ce qu'il a pu être dans son prime, où il était sur des strates d'élite à plus 10% par rapport à la moyenne, plus 13, plus 14% par rapport à la moyenne, ce qui était absolument dingue. Mais là, il est encore efficace. Donc, il y a cette partie-là qui, pour moi, est importante. Et en fait, le déclin, il se voit plus sur le volume, je trouve, que sur la perte d'efficacité. Je sais pas ce que tu en penses, mais on n'a plus du tout la même sensation du Harden de Houston. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir encaissé, notamment au scoring, je veux dire, des gros volumes et aller un peu faire des actions un peu quand il voulait, un peu à volonté. Là, c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un de assez efficace, mais on n'a plus ce côté de je peux aller quand je veux scorer, et ça se voit d'ailleurs dans ces chiffres de scoring en termes de volume et de quantité qui sont quand même moins grands. Oui, la stat qui m'a sauté aux yeux quand j'ai épluché un peu les stats chez James Harden, c'est justement tout ce qui est free throw rate et sa capacité Ouais. en fait à aller chercher les fautes et à aller sur la ligne des lancers, qui est en fait donc il a 43% de taux de lancer franc obtenu. Il a jamais eu une marque aussi basse depuis le début de sa carrière, tout simplement. Ouais. Et à Houston, il tournait autour des 50-55. Donc il y a quand même
un gros step down là-dessus. Et je pense que c'est ce qui génère automatiquement un scoring plus faible. Et Oui. donc c'est ça qui nous donne cette impression, je pense. Forcément, physiquement, il est moins explosif. Donc c'est plus dur pour lui de driver, d'aller finir au cercle, d'obtenir ses fautes. Et malgré tout ça, comme tu as dit, il a un très gros true shooting plus. Malgré tout ça, il a quand même il est très efficace au shoot, il est très bon au scoring. Donc c'est là où moi je trouve qu'on parle pas assez de sa saison cette année parce que malgré ce downgrade un peu physique et cette capacité à aller chercher les lancers francs qui a un peu diminué, ce qui faisait sa force à Houston. Parfois, d'ailleurs, il était beaucoup décrié là-dessus. Où en gros, on lui disait souvent, ouais, mais James Harden, il prend 10 lancers francs par match, c'est facile de mettre 40 points quand t'as déjà 10 ou 12 lancers francs offerts. Mais il avait cette capacité à aller les chercher. Et je trouve ça fort de maintenir une telle efficacité et un tel scoring, même si c'est un peu diminué forcément, avec l'âge et tout ça, et le prime physique qui est peut-être un peu passé. Donc ouais, je trouve ça fort de garder quand même autant d'efficacité malgré sa capacité à aller chercher les lancers francs qui a fortement diminué. Bah, surtout que moi, la critique, à la limite, je veux bien l'entendre d'un point de vue stylistique, mais pas d'un point de vue analyse du niveau sur les lancers francs, parce que ça fait partie du jeu, en fait. Alors, il y a encore parfois des dérives en termes de provocation de lancer franc, de jouer avec l'arbitre, ça d'accord. Mais sur le côté, c'est facile de mettre des points quand tu prends des lancers francs. Bah oui, mais c'est le but du jeu, quoi. C'est comme si tu disais, bah oui, mais c'est facile de faire des aces au tennis en frappant la balle aussi fort. Bah oui, mais enfin, je veux dire, c'est un peu le jeu, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de ces chiffres donc son taux de lancer franc, donc le free throw rate, mais si tu prends le free throw rate plus, donc tu le regardes par rapport à la moyenne, il est à 161. Donc 61% plus grand, son score est 61% plus grand que le score moyen de NBA. Effectivement, c'est plus bas, c'est moins bon et plus bas que dans son prime. Mais ça reste encore très très bon, voire même excellent comme taux de lancer franc. Pareil au niveau du shooting foul percentage sur Cleaning the Glass. Cette fois, c'est pas toutes les fautes, mais les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Il est à plus de 15%. Alors qu'avant il était autour des 20, certes c'est un déclin, sauf qu'en fait 15% c'est encore génialissime, c'est juste que 20 c'était incroyable, quoi. Donc il y a ce côté-là, et pareil tu vois au niveau de, oui il est moins explosif, oui en termes de volume il va moins au panier, il est moins scoreur à volonté, d'ailleurs au niveau des drives par exemple il est dans la moyenne, dans les gros drivers on va dire, il est sur une efficacité layup plus lancer franc, donc la productivité globale dans la moyenne, 25e sur 49 sur les gros drivers à plus de 10 drives par match. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le style de jeu a pas tant changé que ça. Je trouve, on est encore sur quelqu'un qui crée encore beaucoup pour lui-même. C'est juste qu'il le fait moins, en fait. Il est toujours efficace, c'est toujours le même style de jeu, mais il le fait moins. Mais tu vois, on est encore à 25% de panier assisté, à peine 25%. Donc, je pense qu'il y a un côté où il est devenu playmaker il a toujours été, mais il se recentre peut-être un peu plus en termes de distribution entre shoot et passe. Il est plus meneur, mais quand il va scorer, pour le coup, en fait, il est toujours comme avant, quoi. Oui, après, forcément, en termes de volume, c'est normal que c'est diminué parce que, contrairement à Houston, par exemple, là, il a un certain Joel Embiid à côté de lui. Et donc ça, forcément, dans l'évaluation de l'impact d'un joueur dans son équipe, forcément, je trouve que c'est... Alors, je sais pas à quel point ça entrave notre jugement, mais ça va forcément avoir un impact quand tu as un deuxième All-Star à tes côtés, une deuxième superstar, que quand tu es un peu le seul maître à bord, quoi. Oui, et puis il y a une autre valeur, quoi. C'est pas juste... c'est pas juste le scoring qui est descendu, il reste tout de même... Je pense que le passing a un peu augmenté aussi. Alors pas en qualité, mais en quantité. Donc c'est pas juste se dire, il marque moins de points qu'à Houston, donc il est de temps... il marque tant de moins, donc il est tant moins valuable. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense, parce qu'il y a ce côté vraiment un peu plus meneur pass first, entre guillemets, par moment. Donc voilà, je sais pas à quel point ça compense, mais tu vois, j'ai calculé les true shot attempts, donc non pas juste les tentatives de tir, mais en gros, si on rajoute aussi le lancer franc, donc les vrais, même les tirs où il provoque des lancers francs, bref, les true shot attempts, il est 63e de NBA en termes de true shot attempts par 100 possessions, alors qu'il a toujours été premier sur les années Houston, etc. Donc oui, on a une perte de volume, mais on a encore, je trouve, un joueur assez... il joue meneur, il joue plus orienté passing,
Mais il n'est pas pour autant beaucoup plus joueur sans ballon, il n'est pas beaucoup plus panier facile. Non, en fait, on a le même scoreur qu'avant, c'est juste qu'il le fait moins, entre guillemets. Et après, la question, c'est que je me demande à quel point la défense pénaliste avait l'air de dire que c'était pas si horrible que ça. Bah, en fait, je l'ai trouvé. Alors bon, peut-être que ce qu'il a autour l'aide aussi, parce qu'il y avait quand même deux trois bons défenseurs autour de lui. Mais je le trouve, et ça fait déjà plusieurs saisons que défensivement, il est encore négatif et parfois ciblé, mais beaucoup moins que certains autres joueurs qui sont d'ailleurs dans le classement du top 15. Donc À oui, qui tu penses, par exemple? Qui est-ce que tu prendrais... Enfin, qui est plus bas que Harden en défense? le numéro 1. Ouais, Par mais exemple, facile. Trae Young. forcément. Oui, Trae Young. Et c'est d'ailleurs, on va voir où est-ce que je place James Harden par rapport à Trae Young, mais ça a été un long débat dans ma tête, en fait, dans le sens où, bah, justement, Trae Young, autant défensivement, Harden, je le classerais pas dans les joueurs positifs, mais Trae Young, il est vraiment dans le négatif plus, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu à qui est c'est pas qui est le meilleur défenseur des deux, c'est un peu qui est le moins mauvais, quoi. Ouais. Je me demande aussi à quel point l'échantillon playoff est pas meilleur, logiquement, que la saison régulière, en termes de niveau de défense et d'implication, peut-être. Oui, aussi. J'ai trouvé aussi James Harden assez parfois impliqué sur les lignes de passe, les interceptions, etc. Alors après, il y a Ouais. beaucoup de gamble, comme ils disent, donc de De tentatives. Paris. Oui, voilà, ça, de paris qui parfois, bah, quand tu te loupes derrière, c'est un 5 contre 4. Mais j'ai trouvé assez inspiré cette saison sur pas mal de lignes de passe. Juste comme indicateur, à tout hasard, même si c'est très très loin d'être parfait, tu as son Raptor défensif, par exemple? Ouais, je l'ai pas noté, mais je peux te trouver ça rapidement. Raptor défensif, il est de 0. Alors, D'accord. pardon. Et à l'inverse, par exemple, je peux te donner celui de Trae Young très rapidement, qui de mémoire, parce que lui, pour le coup, je me l'étais noté pour le placer, et qui de mémoire, il est négatif. Ouais. Voilà, je suis moins surpris, ouais. Hop, je te dis ça tout de suite. Il est de moins 0,9. Moins Ouais. 1. Ouais. Autre d'ailleurs, dernière stat avant de passer au classement que j'avais un peu noté, c'est les fameux WOWI, donc les With or Without You. Et c'est vrai que là-dessus, on en revient aussi au côté création collective entre lui et Joel Embiid, puisque quand les deux sont ensemble sur le terrain, on a un offensive rating de 121 points par 100 possessions, donc très très bon, excellentissime. Quand il n'y a que Joel Embiid, on est à 115. Quand il n'y a que James Harden, 116. Donc c'est là où c'est un peu intéressant d'arriver à décorréler les minutes de l'un par rapport à l'autre, et surtout par rapport au profil de jeu aussi, je pense. C'est oui, là on parle que de l'attaque, hein. On parle que de l'attaque, pas de net rating, pas de l'impact global, mais juste sur l'attaque. Joel Embiid est évidemment un meilleur score à l'heure actuelle, plus complet, plus gros volume, bien plus efficace actuellement, etc. Mais il y a toujours un peu ce défaut de Joel Embiid de à quel point est-ce qu'il apporte une synergie offensive, à quel point est-ce qu'il élève le plafond et même le niveau de l'attaque lorsqu'il est sur le terrain et quand c'est lui qui la drive. Il y a certaines limitations de par le passing ou ce genre d'éléments, alors que c'est un peu l'inverse avec le profil de James Harden, c'est que lui n'est plus le même scoreur, mais de par son passing et de par plein d'éléments, il est peut-être beaucoup plus moteur d'attaque d'un point de vue collectif, et donc au final on se rend compte que ben voilà, une attaque autour de Embiid c'est à peu près la même qu'une attaque autour de Harden, quoi. Même Harden légèrement au-dessus, mais grosso modo en termes de zone, on va dire, avec une marge d'erreur, c'est à peu près la même chose, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un point important pour moi. Et donc, à moins que tu veuilles réagir, tu me dis, mais sinon on peut passer sur le classement. Où est-ce que tu l'imaginais, toi, donc? Alors, en fait, au début, je l'avais mis deuxième, donc derrière, entre Trae Young et Paul George. Ouais. Et en fait, là, plus on avance dans la discussion, plus j'ai envie de le mettre devant Trae Young. D'accord. Donc, fourchette optimiste, fourchette haute devant Trae Young, et fourchette basse si quelqu'un avait une pondération un peu différente de nous, un peu plus négative, jusqu'où tu le mettrais en fourchette basse? Derrière Trae Young, mais quand même devant Paul George, parce que, comme je l'ai dit, alors Paul George, vous en avez sûrement parlé dans un autre épisode, mais Paul George a fait une saison qui est assez sous-estimée, je trouve, et à ce côté un peu two-way player des deux côtés. Ouais. Mais comme j'ai dit, je valorise beaucoup le profil de
playmaker offensif, d'initiateur. Et donc, c'est ce qui me fait mettre Harden devant Paul George, qui a notamment Harden, qui a notamment un meilleur true shooting plus, évidemment un meilleur assist percentage slash usage percentage, mais bon, c'est le rôle aussi qui lui veut ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc pour toi, il n'y a pas tellement de débat, par exemple, avec des Bradley Beal ou Jaylen Brown. Non, pour le coup, autant si je tombe sur quelqu'un de très pessimiste sur Harden et très optimiste sur Paul George, je pourrais entendre de faire passer Paul George devant, mais pour moi, il est dans ce trio Trae Young, James Harden, Paul George. Il y a ce trio-là et il y a un écart entre eux et Bradley Beal, Jaylen Brown derrière. Ok. J'avoue que la fourchette basse, pour moi, pouvait descendre un peu, mais en même temps, c'est vrai que Bradley Beal en défense, c'est quand même pas du tout la folie, loin de là. Et on n'est pas sur une énorme saison d'efficacité non plus. Jaylen Brown, c'est un peu pareil. Bon, défense peut-être un peu mieux, quoique je suis pas avec la bonne personne pour en parler. Peut-être. Mais c'est vrai que tu vois, Jaylen Brown un peu plus, moins passeur évidemment, plus côté scoreur, mais moins efficace. Donc il y a un peu ce côté-là. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait alors finalement? C'est quelque chose que je vais peut-être répéter régulièrement, mais comme tu disais, on essaye de classer l'impact du joueur dans son équipe. Et Ouais. en fait, le rôle forcément joue énormément. Et pour moi, quelqu'un qui a un rôle d'initiateur comme James Harden, s'il le fait de manière très qualitative, ce qui est le cas, il va forcément avoir plus d'impact qu'un joueur qui a un rôle plus de finisseur, comme peut l'être par séquence Paul George quand il y a un autre initiateur à côté de lui, ou Jaylen Brown s'il a un ou deux ball handlers autour de lui. Qui du coup, même si sa capacité de finition est très bonne, va avoir un impact, je trouve, moins important que l'initiateur. Ouais. Effectivement. Après, je pense qu'on peut aussi argumenter sur un côté créateur, mais avec des compromis, notamment peut-être défensifs ou de fit. Donc, je peux comprendre que certains, par exemple, tu vois, le profil Paul George puissent préférer Paul George, qui est moins créateur, mais avec moins de compromis aussi. J'entends qu'on puisse mesurer ça en disant finalement c'est un impact similaire, voire même légèrement supérieur de Paul George, qui est moins créateur, mais qui peut se mettre partout, qui est bon en défense, etc. Mais donc, je ne sais pas quoi faire. Si tu veux mettre James Harden derrière Paul George, par exemple, si c'est ça que tu insinues plus ou moins, non, mais si on doit trancher et que tu trouves qu'un James Harden entre Trae Young et Paul George, c'est un peu haut, ça me dérange pas de le mettre derrière Paul George pour justement, comme tu l'as dit, ce côté two-way player en fait de Paul George. Je peux comprendre que le basket, ça se joue des deux côtés du terrain, donc forcément, il faut être impactant si t'es impactant des deux côtés du terrain, c'est forcément bénéfique pour ton cas. Je me posais la question, est-ce qu'on le met deuxième ou premier, du coup, par rapport à ce que tu me disais, par rapport à Trae Young. D'ailleurs, toi, Trae Young par rapport à Paul George, ça te choquait pas, du coup? Non, après, je vais te dire exactement la même chose. Il y a d'un côté le côté two-way player de Paul George, de l'autre côté le côté initiateur. Donc, non, ça me choque pas. Parce qu'en un sens, là où on pourrait argumenter James Harden devant Trae Young, c'est que plus petit volume, mais plus efficace. Et dans une année où Trae Young n'a pas eu le même rayonnement que l'an dernier, par exemple, parce que le contexte n'était pas le même. Il y avait des jeunes Murray à côté, donc lui, donc pas le même rayonnement collectif, pas la même importance dans l'équipe, et en plus moins efficace, et en plus encore pire défenseur. Donc c'est vrai que je peux me laisser tenter de mettre James Harden numéro 1 pour l'instant, du coup, en attendant la fin de l'épisode. Tu partais un peu sur ça, toi, là-dessus, non? Moi, je partais sur ça. Au tout début, je l'avais deuxième derrière Trae Young, donc entre Trae Young et Paul George. Mais à force qu'on en discute, et c'est vrai que le côté, certes, volume un peu diminué, mais aussi parce que, comme on l'a dit, James Harden, il a Embiid à côté. Trae Young a certes du DeJounte Murray ou avait du John Collins, mais c'est quand même pas les mêmes usage et le même, les mêmes joueurs de calibre que Joel Embiid. Donc il y a le côté plus petit volume mais plus efficace, un peu moins catastrophique défensivement. Donc plus ça allait, plus je me disais James Harden devant Trae Young, ça me choque pas non plus. Ok. On va m'accuser d'avoir commencé par James Harden pour qu'il soit premier au moins le temps de l'émission, jusqu'on arrive à la fin de l'émission. Ok, d'accord. Faisons comme ça. Ça me va.
Ça me va, je vais me faire chambrer, mais c'est pas grave. et donc mini quiz pour finir, puisqu'on fait des tout petits quiz pour rappeler les meilleures actions de la saison. On va essayer un peu de décrire ça comme ça. Et donc, nous sommes au match 1 contre Boston, évidemment. C'est un kické sur le terrain. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action légendaire de James Harden sur le game winner contre Boston? Titouan des joueurs sur le terrain. Jaylen Brown déjà. Ouais. Jaylen Brown, Embiid, c'est lui qui fait la passe. Non, Embiid n'est pas là justement, ce match 1. C'est pas Embiid qui fait la passe? Non, le match. Alors non, tu confonds avec le match 4 où Embiid ressort de la prise à 2. Oui. Je parle du match 1 à Boston. Ouais. Ah oui, pull-up à 3 points d'ailleurs. Exactement. Oui. Il y a Jaylen Brown, il y a Tatum, je vais commencer par les Celtics. Ouais. Il y a Smart, White et Horford, côté Celtics. Horford, mais pas White. Ah, Brogdon, c'est Brogdon qui finit. Exactement, Brogdon. Ouais. C'est Brogdon. Et côté Sixers, il y avait du Tobias Harris. Évidemment. Il y a pas Shake Milton. Non. Il y a Maxi. Oui. S'il n'y a pas Embiid, il y a Paul Reed. Pas sur la fin de match, pas sur la dernière action, non. Ils ont mis qui en pivot sur la dernière action? Pas un vrai pivot, du coup. Il y a George Young, non? Exactement, George Young, un peu en spacing. Et le 5e qui me manque des Sixers. Si je te dis un cube. Ah PJ Tucker. Évidemment. Oui. PJ Tucker. Un cube. Oui, donc c'est le fameux match où Embiid n'est pas là, justement. Et donc il y a ce énorme match dans sa globalité. Et donc cette action en fin de match, le game winner. Je pense que là, vous vous en souvenez, mais sinon, vous pouvez les revoir en même temps que pendant ce quiz sur YouTube, évidemment. Mais avançons. Donc passons sur Caldwell Pope, peut-être, si ça te va. Kentavious Caldwell Pope. 31 minutes de jeu cette saison, 76 matchs en plus, donc grosse présence. 103 de true shooting plus, donc plus 3% par rapport à la moyenne, sur un volume de responsabilité assez réduit, évidemment, de 14% d'usage. C'est vrai que le cas de Caldwell Pope est assez facile. On est sur le modèle du 3&D très, très valuable, en fait. Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'on disait sur le côté... t'as un rôle défini qui est certes limité, mais à quel point ça veut dire que t'es pas impactant, ou du moins que t'as un impact plus limité qu'un joueur qui va avoir plus d'usage ou plus de responsabilités offensives. C'est un peu le fil sur lequel je balançais, et au final j'ai quand même voulu valoriser pas mal tout ce qui est efficacité, et là-dessus, et aussi côté deux côtés du terrain. Et KCP, on est, comme tu as dit, sur un des tout meilleurs 3&D de la ligue. Il l'a montré dans différents contextes, d'ailleurs. Il avait déjà ce rôle-là aux Lakers, ils sont champions dans la bulle. Et voilà, et 3 ans plus tard, il est toujours efficace dans ce rôle-là. Défensivement, je le trouve encore très fort. Ouais. Et offensivement, en fait, il sort d'une très bonne saison. Je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle des meilleurs shooters à 3 points, mais c'est quand même un gars qui a plus de 40% à 3 points. Tu as dit true shooting plus positif, donc ouais, même si c'est dans un rôle assez réduit. D'ailleurs, je trouve, on l'a vu ne pas se cantonner seulement à du shoot extérieur, mais proposer pas mal de mouvements loin du ballon, des cuts pour finir au cercle. Avec un playmaker comme Jokic, ça aide aussi, pas mal. Ouais. Mais ouais, on n'est pas sur du stationary shooter comme disent les Américains. Shooter stationnaire. Et pour moi, ça a un peu plus de valeur dans le basket actuel, je trouve. Ouais. On l'a vu aussi avec un certain Duncan Robinson, d'ailleurs, qui malgré son apport négatif en défense, a eu un bon impact dans le jeu du 8 grâce à ses courses loin du ballon. Donc ouais, je trouve que KCP, si je devais faire une comparaison assez simpliste, je dirais que je mets KCP devant un autre joueur qu'on va aborder juste après, parce qu'en gros, c'est un peu le même joueur, mais avec une défense quasi élite en plus. Oui. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on est déjà le 3 points de très haut niveau cette année. 44% sur les catch and shoot à 3 points.
sur en plus 3,5 catch and shoot par match, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, sur tous les joueurs de NBA avec minimum 2 catch and shoot en moyenne par match, il y en a 229 et il se classe 10e. Donc pas mal au niveau de l'efficacité. Il est dans le top 10 de plus de 200 joueurs avec un minimum 2 catch and shoot par match en moyenne. C'est pas mal. Donc on a ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'il a une telle efficacité à 3 points et notamment, mais pourquoi son efficacité globale n'est pas très bonne? Enfin, elle est positive, mais elle n'est pas fantastique. Seulement plus 3% par rapport à la moyenne. Parce qu'il n'a pas non plus de drive, il n'a pas beaucoup de lancers francs, donc forcément ça se limite un peu. À quel point est-ce qu'il peut gratter beaucoup de valeurs positives sur le scoring, on va dire. Mais effectivement, on est sur quelqu'un qui a aussi ce truc de jeu sans ballon, comme tu dis, de cut et de mouvement en fait autour de Jokic, et c'est exactement ce qu'il faut. Il faut ce genre de profil autour de Jokic qui va être au poste haut ou même carrément à ligne à 3 points, et tu as des joueurs qui font des cuts, tu as des joueurs qui vont tourner autour avec des dribble and off ou des jeux de main à main, etc. Donc il a ce profil-là. Après, c'est vrai que sur le côté offensif, on est peut-être plus, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être plus sur le modèle un peu 3&D à l'ancienne, on va dire, c'est-à-dire peu de passing et peu de capacité à manier le ballon, comparé au nouveau 3&D qui est aussi capable d'être un connecteur, d'attaquer des close-out avec du passing, etc. quoi. Ouais, totalement. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le côté mouvement loin du ballon, qui, pour le coup, c'est peut-être le seul aspect qui le différencie un peu des 3&D à l'ancienne, dans le sens où on voit le 3&D un peu à la PJ Tucker, qui a vraiment les pieds dans le ciment, dans le corner et qui bouge pas. Mais au-delà de sa faculté, de son jeu off-ball qu'il a amélioré, au-delà de ça, c'est vrai qu'on est sur un profil à la Danny Green. Enfin voilà, vraiment ces profils où offensivement c'est je cours s'il faut courir entre les écrans, mais quand je touche le ballon, en principe c'est soit ça, pour ouais. la rendre tout de suite, soit pour shooter. Exactement. Je peux bouger sans ballon, mais une fois que j'ai la balle, a priori, c'est pour prendre le tir. Contrairement à des Quentin Grimes ou à des Josh Green qui peuvent bouger sans ballon, mais même quand ils ont le ballon ensuite, ils peuvent continuer à le faire vivre. C'est la différence. Mais en même temps, je trouve que sa défense, tu avais commencé aussi à en parler, mais sa défense est quand même de très haut niveau, même plus que certains connecteurs, justement. Lui est moins connecteur, mais beaucoup plus défenseur, avec une certaine polyvalence défensive. Alors, peut-être pas sur switcher sur des gros poste 3, voire des intérieurs, mais assez polyvalent sur le côté défense au point d'attaque, comme on dit. Donc le premier rideau défensif, que ce soit meneur, arrière ou gros arrière, ou même certains ailiers, il peut totalement se charger de ça. Et pareil aussi, pas mal de défense loin du ballon, assez bonne. Donc ouais, ça fait un profil au final très très intéressant, quand on retient évidemment ces quelques limitations de profil. Donc oui, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire et qu'il ne fait pas, mais dans son rôle, on est sur un des tout meilleurs de NBA, je pense, dans son rôle. Et je trouve que, j'ai donné aussi un peu d'importance dans mon classement. J'ai donné aussi un peu d'importance à ce côté, justement, comme tu l'as dit, il a un rôle limité, mais il connaît ses forces, ses faiblesses. Il sait ce qu'il sait bien faire, il sait ce qu'il ne sait pas faire. Et du coup, certes, il fait pas beaucoup par rapport à d'autres, mais par contre, il le fait très bien. Ouais. Et du coup, je vais valoriser ce côté-là par rapport à des joueurs qui vont avoir tendance à, parce qu'ils sont plus jeunes ou voilà, pour X ou Y raison, vont essayer de faire d'autres choses, mais qu'ils ne maîtrisent pas, et du coup avoir forcément plus de déchets. Et donc, peut-être que dans le temps, à terme, d'ici 2-3 ans, ces joueurs-là seront plus forts, parce que ça leur permet de développer des nouveaux skills. Mais à l'instant T, je vois que c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas encore, et donc ça crée du déchet, et donc pour moi ça a un impact un peu plus négatif, on va dire, que ce que peut faire KCP. Et donc, niveau classement, où est-ce qu'on le projette ? Alors du coup, moi je l'ai en dessous de Evan Mobley. Evan Mobley qui est 5e. Ah ouais, tu l'as très très haut. Ouais. Devant Miles Turner, devant Carter Jr., Marcus Smart, Kyle Anderson, Tyrese Maxey, etc. Et c'est vrai que j'avais pas, maintenant en relisant le classement, j'avais pas relevé que Maxey est très bas quand même. Maxey te choque un peu à ce point bas ? Sur le côté initiation, création, côté ball handling, j'aurais peut-être valorisé un peu le côté ball handling. Bon, tu me diras. Ouais. Kyle Anderson aussi, au final, à ça. Marcus Smart aussi. Marcus Smart aussi. Oui, donc en fait, ouais. Et devant, il y a deux pivots un peu défensifs. Enfin, 3 avec Mobley, mais... ouais, j'avoue que moi, je le voyais plutôt autour de Maxey, du coup. Peut-être parce qu'il n'y a pas du tout ce côté création.
Maxey plus de faiblesse, mais je l'imaginais plutôt dans cette zone Maxey, Grant Williams, Barnes. Oui, c'est vrai. En fait, c'est peut-être plus Miles Turner que je trouve un peu. Enfin, je le trouve un peu surcoté défensivement, mais on en reviendra. Ok. On y reviendra. Non, mais je peux noter effectivement que Miles Turner, on en discute, on peut peut-être le descendre. Tu t'avais classé surtout par rapport à Miles Turner, alors, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. En fait, je regardais un par un en partant du haut. Ouais. Et je me disais, bon, voilà, Bill, non, Brown, non, Mobley, non. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Et je me disais, bon, par contre, par rapport à Turner, qui, je trouve, Turner a pas un. Enfin, c'était un bon protecteur de cercle. C'était un bon protecteur de cercle. Et il a les outils physiques pour être un excellent protecteur de cercle. Mais je trouve que cette saison, il a été moins impactant dans la protection de cercle. Et après, il a le 3 points, il a l'efficacité, et c'est quand même pas mal. Oui, Quoi. voilà, il apporte d'autres skills évidemment, mais typiquement j'aurais juste fait, même si c'est pas énorme, je trouve qu'un Wendell Carter Jr. qui a lui aussi ce côté 3 points, mais qui apporte une protection au cercle plus forte, plus solide, je trouve. J'aurais préféré un Wendell Carter Jr. qu'un Miles Turner. Sur KCP, je t'avoue que je me pose la question avec Barnes, par exemple, Harrison Barnes. Après oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai qu'il y a là tous les noms qui y a en dessous, ils ont le côté ball handling, le côté connecteur, chose que n'a vraiment pas KCP. Ouais. Tu vois, même donc Barnes pour l'instant est 12e, Grant Williams 11e. Par rapport à ces profils-là, il a moins de capacité. Grant Williams, enfin je sais pas ce que t'en penses. En fait, ce qui est compliqué, par exemple, c'est qu'on parlait de l'impact du joueur sur la saison écoulée. Ouais. Et typiquement, Grant Williams, cette saison, c'est quand même assez compliqué parce qu'il fait un début de saison qui est incroyable. Et après, enfin, je vais pas dire qu'il se cache parce que c'est pas que de sa faute, je pense, mais il disparaît complètement de la rotation. Et du coup, si on compte pas le potentiel ou le profil du joueur, mais vraiment l'impact qu'il a sur l'équipe, bah, Grant Williams, ça a un impact assez limité, je trouve, étant donné qu'il jouait quasiment même plus en fin de saison. Bah après, on avait vu qu'au final, il fait quand même une 60aine de matchs à plus de 28 minutes par match avant le All-Star Game, ce qui est l'équivalent de certaines saisons d'autres dans le classement. Mais effectivement, oui, on peut prendre en compte aussi il faut, je pense, le côté beaucoup plus irrégulier ensuite, pour quelle que soit la raison. Hein. Je pense qu'elle est un peu extra sportive, moi. Mais il a un peu perdu sa place. Mais ça me va si on met KCP au-dessus de Grant Williams, du coup. Entre Grant Williams et derrière la création offensive de Maxey. C'est ça, ouais. Parce qu'en plus, il y a ce duo, là, Grant Williams, Harrison Barnes, qui ont vraiment ce rôle de connecteurs et qui sont polyvalents en défense et en attaque, qui sont assez polyvalents, là où KCP, comme on le disait, va être dans un rôle plus réduit, beaucoup moins polyvalent, mais par contre, ce qu'il il le fait très bien. Il a un rôle limité, mais il le fait à la perfection. Là où typiquement un Grant Williams, par exemple, va parfois tenter de faire des choses parce qu'il est jeune, qui se cherche un peu, et va parfois tenter de faire des choses un peu complexes, quoi. Ouais. J'avoue que j'ai pas de problème à mettre KCP devant Quentin Grimes, parce que meilleur shooter et moins connecteur au niveau de la passe, comme on a dit, mais meilleur défenseur. Mais tu vois, même Barnes, finalement, est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'on pourrait pas bouger Barnes pour le coller à KCP, voire même un peu au-dessus de KCP, parce que Barnes, il fait ça, mais sur un poste, il apporte en plus une flexibilité poste 3-4. Je me demande si ça peut se bouger ou pas. J'en sais rien. Oui, c'est vrai. Ça, pour moi, ça dépend de comment tu valorises le côté, la polyvalence, en fait, d'un joueur comme Harrison Barnes, par exemple. Mais j'entends tout à fait de mettre un KCP un peu derrière Grant Williams et Barnes si t'achètes le côté profil très polyvalent des deux côtés du terrain. Bon, alors faisons ça comme ça pour l'instant. On verra les retours et on verra les autres avis. Mettons KCP devant Grant Williams dans cette zone des 3&D du coup, de top qualité avec Harrison Barnes. Ok, eh bien faisons comme ça. Et donc, petit quiz, bien sûr. Nous sommes le 12 juin 2023. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'était pas le Steal by Bird, c'est pas le Havlicek Stole the Ball. C'est le KCP Stole the Ball dans le match 5 des finales NBA, qui a un peu scellé le sort de la série, du coup. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment où KCP, dans le Money Time, vole la balle, fait l'interception sur Jimmy Butler? Alors, du coup, Jimmy Butler, forcément. Jokic. Jokic sur le terrain, oui. Il y a Jamal Murray. Ouais. Michael Porter Jr. Pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain.
Pense aux bébés brunes. Les bébés brunes, ça te parle ou pas? Alors je connais deux noms, mais je sais que c'était un groupe de musique très tendance quand j'étais au collège. C'est un jeu de mots. Les bébés brunes. Ah ouais, il y a Bruce Brown, ouais. Exactement. Oui, oui. Il y a Caleb Martin. Oui, côté Et Miami, ouais. il y a pas Kylori. Kylori Oui, sur le... tout à fait, la légende. Il y a Max Truss, Oui, tout à fait. Bam Adebayo. Je crois que Oui, j'ai les ouais. 5 du 8. Oui. Et il m'en manque un côté Nuggets. Exactement. J'ai dit Bruce Brown, Jamal Murray, j'ai dit. Ah Jamal Murray, Bruce Brown, Aaron KCP, Gordon. Jokic. Aaron Gordon. Exactement, et Aaron Gordon. Voilà les 10 sur le terrain au moment au moment où le sort de cette série et de la saison a été scellé. Le Steal by KCP. Action assez notable, bien sûr, de la saison. Donc avançons, et je pense qu'on va aborder un cas épineux. En tout cas, tu m'as l'air de vouloir être épineux sur celui-ci, Clint Capela. Donc Clint Capela, 26 minutes de jeu par match cette saison, un peu plus de 26 minutes par match. Ça va être un point pour moi, assez important. 65 matchs, 113 de true shooting plus, donc plus 13% plus efficace que la moyenne NBA sur un volume évidemment modeste de 16% d'usage, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on est sur une saison très réussie après une 2022 un peu plus décevante. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai trouvé très fort défensivement dans la protection de cercle. Et c'est là où on parlait un peu par rapport à James Harden de comment le joueur est entouré. Et je trouve que je donne beaucoup de valeur à la protection de cercle et à l'impact défensif de Capela quand on sait ce qu'il a autour de lui, en fait. Et typiquement, je trouve que, par exemple, pour reprendre un autre joueur qui est dans la liste, par exemple un Evan Mobley, que je mets devant Capela quand même. Je préfère prévenir. J'ai eu peur. Je préfère prévenir quand même. Mais par exemple, un Evan Mobley dans sa protection de cercle qui est incroyable, qui est élite. D'ailleurs, il est dans la discussion du Deep Boy, c'est pas pour rien. Mais il avait quand même à côté de lui un Jarrett Allen. Donc forcément, tu te partages le boulot à deux, donc forcément les louanges, tu les partages aussi à deux. Enfin voilà, il y a toujours ce côté. Si tu as un autre fort défenseur à tes côtés, à quel point tout l'impact défensif si ton équipe est très forte dans la protection de cercle, à quel point c'est vraiment que grâce à toi ou grâce aux deux, ou 60-40, comment ça se passe. Et Capela a vraiment ce côté impact défensif, alors qu'autour de lui, bon évidemment il y a Dejounte Murray, mais on a quand même du Trae Young, John Collins, ça a fait des efforts, mais c'est quand même pas le meilleur défenseur, je trouve. Donc oui, je valorise beaucoup, comme je disais, la protection de cercle, et encore plus quand autour de toi, il y a pas grand monde et que tu dois un peu faire tout le sale boulot. Et en attaque, je trouve qu'il y a ce côté, un peu comme on disait avec KCP, Capela connaît ses limites, il connaît ses qualités, et il va rester dans ce qu'il sait faire. Mais il le fait très bien. Il a d'ailleurs un true shooting plus de 113, même si évidemment pour les bigs, c'est toujours plus facile, surtout les big role players comme ça qui ont essentiellement que des dunks à mettre, quoi. Mais ouais, faut remonter quand même à la période de Houston pour revoir un true shooting plus aussi bon. Il avait quand même un bon playmaker aussi à Houston, il me semble. Hein. Donc voilà, ça veut quand même dire quelque chose, je trouve. Donc ouais, j'ai trouvé Capela très bon dans ce qu'il sait faire, un peu à la KCP en fait. Alors comme tu dis sur l'efficacité offensive, c'est normal d'avoir du true shooting plus de haut niveau. Et si on compare non pas à la moyenne NBA mais par rapport à son poste, il est 81e centile sur son poste de pivot. Donc voilà, effectivement on est quand même très bon. Et même quand on compare par rapport à l'ensemble des autres pivots, oui, avec ce côté dunk et catch and finish, il est évidemment très efficace. Il n'y a qu'un autre pivot de catch and finish, Nikola Jokic, qui fait mieux, évidemment, mais parce que Jokic ne prend que des dunks. Jokic, l'anomalie. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Mais alors, juste pour te relancer, je comprends le côté Mobley, ils sont deux, et du coup, ils sont un peu obligés de se partager le crédit d'une bonne défense.
Le crédit est seulement à mettre à Capella. Mais quel crédit? Parce que est-ce que la défense est bonne avec Capella? Alors, la défense des Hawks n'est pas bonne. La défense de Capella, moi, je la trouve bonne. Après, je me demande à quel point on n'est pas, même si évidemment le Jazz, par exemple, en saison régulière, avait été une des top défenses, mais est-ce qu'on n'est pas dans un scénario un peu à la Jazz époque Rudy Gobert, Donovan Mitchell, où on avait un top protecteur de cercle, mais qui forcément, à force de répétition, de se prendre des guards qui rentrent dans la raquette comme dans du beurre, au bout d'un moment, bah forcément le verrou il saute. Donc, mais je trouve par exemple le Raptor défensif de Clint Capella est quand même de plus 2,4. C'est de loin le meilleur defensive Raptor de son équipe. Et d'ailleurs, c'est le seul à être dans le positif dans le Raptor défensif. Derrière lui, il y a que Okongwu qui est à plus 1 et qui est du coup son pivot backup. Mais derrière, les John Collins, Bogdanovic, Trae Young, tout ça, c'est que du négatif en fait. Il y a que 2 joueurs qui ont un impact positif défensivement et c'était 2 pivots en fait. Ouais. Forcément, ça aide pas à avoir une bonne défense collective quand t'as que 2 joueurs qui défendent sur tout le roster. Bon, je schématise en gros, mais Non, mais je vois l'idée. Mais justement, c'est un peu mon idée, moi. C'est pour ça que je pense que Capella est seulement chapeau 2 ou chapeau 3 des protecteurs de panier et pas du tout chapeau 1, parce que je comprends ce truc de bah oui, mais du coup, comme il a pas beaucoup d'aide autour de lui, donc tout le crédit est à mettre à son crédit, justement. Tout le crédit est à lui. Doit lui revenir seulement, on va dire, je suis d'accord. Mais sauf que, bah, tu vois, le Jazz, quand il y avait Gobert et que des attaquants autour, on était sur une défense qui était toujours top 5 ou top 10, au grand max la dernière année. Mais on était sur une défense d'élite, et parce que Gobert a ce côté d'apporter un plancher très très haut, même si à côté t'as rien autour. Le problème, c'est qu'avec Atlanta, on a tout le crédit lui revient, ok. Mais quel est ce crédit? Parce que en défense, ils sont 21e sur 30 cette année. Quand on cible seulement ces minutes, donc le on-court défensif seulement ces minutes, on est sur le 28e centile de tous les pivots en termes de performance. 118 de defensive rating qui coïncide avec ces minutes. C'est quand même pas top, hein, 28e centile, mieux que seulement 28% des autres joueurs à son poste. Et surtout en termes de fréquence, enfin en termes de protection du panier, donc il y a le côté fréquence où quand il est sur le terrain, le Atlanta autorise 36% de tirs au panier, donc c'est dans le 19e centile à peine mieux que 19% des joueurs à son poste. Et par contre, au niveau de l'efficacité, c'est vrai, on est dans la moyenne, on est 66e centile, ok. Mais tu vois, pour moi, il y a ce côté où c'est un très bon playmaker, mais qui n'a pas du tout ce rayonnement que peut avoir d'autres en termes de protection du panier, même quand ils sont tout seuls en fait. ouais, j'entends. Bah d'ailleurs, il est de toute façon dans la liste. On va voir quand on le classe, mais moi je l'ai quand même derrière tous les autres protecteurs de cercle qui sont classés quand même. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, dans le sens où c'est grâce à lui que les Hawks ont cette défense, mais quelle défense quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est pas comme Evan Mobley, Jarrett Allen, il faut partager en deux. C'est pas comme Antetokounmpo, Brook Lopez, il faut partager en deux, certes. Mais je préfère partager en deux un gros butin Oui. que donner deux sous à Capella, quoi. Mais non, pour schématiser. Mais après, c'est vrai que Capella a aussi une certaine dose de mobilité intéressante. Il y a le côté très playmaker défensif au panier, donc il y a le côté efficacité, bien entendu. Après, il y a aussi certaines limites niveau passing où bon, effectivement, c'est comme tu dis, c'est comme KCP. Il a un rôle, il sait s'y tenir, mais du coup, il y a ça aussi à prendre en compte. Après, ce qui me dérange aussi, et je sais pas ce que t'en penses toi ou si ça t'a dérangé, mais le minutage par match est quand même pas gros, quoi. Et donc, ce qui fait que on va pas jouer à la valeur cumulée ou à compter les minutes, etc. Mais c'est juste pour refléter le statut, en fait, le minutage par match pour moi. Et on n'est pas non plus sur un statut énorme, quoi. 26 minutes par match à peine, c'est assez peu, non? Oui, après je me demande justement à quel point tu vois l'émergence d'un Onyeka Okongwu qui est plus jeune, plus mobile, qui montre même si c'est sur un très petit volume, qui montre quelques flashs à 3 points. Je me demande à quel point c'est lié en fait.
C'est lié, oui, non, mais c'est totalement lié, mais à quel point est-ce qu'un un top joueur, un top vrai top pivot, est-ce que ce type de joueur-là se fait à ce point bouffer des minutes ou pas? Est-ce que quand t'as Rudy Gobert dans ton prime, Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. même si t'es un jeune qui toque à la porte, bah, le jeune il prend ce qui reste, quoi. Donc je sais pas, pour moi, je m'en étais pas rendu compte que c'était à ce point le faible le temps de jeu. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu un argument tout de même, ce côté. Bah oui, si tu joues 25 ou 26 minutes de jeu par match, t'as quand même moins d'impact que des titulaires à 30, 31, 32 minutes par match en moyenne, quoi. Donc je sais pas trop comment faire. Oui, ça, je me suis pas, c'est vrai, je m'étais pas focalisé sur les minutes, mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça se tient. Ouais. Bah après, de là à la sortir du classement, je ne sais pas, je pense pas, mais tu vois, quand j'ai fait la pré-liste, c'était un argument assez important pour moi je crois que c'est un cas comme Josh Green. Pourquoi est-ce que je l'ai pas? C'est parce qu'on est aussi sur un rôle pas majeur et que finalement, dans la liste, au final, il y a que des rôles majeurs de plus de 30 minutes, grosso modo, sauf exception, mais donc je pense oui, on a Capella, il va être dans la liste au final, à la fin du top 100, il y sera, mais pour moi, c'est peut-être une petite nuance, quoi, tu vois? Ouais, j'entends. Ouais. Bah, du coup, je sais pas quand est-ce que tu veux venir au classement, mais. Vas-y, tu peux le faire dessus. Du coup, avec tout cet argumentaire, je me suis retrouvé à le descendre pas mal que ce que j'avais prévu au tout début. Ouais. Parce qu'il y a ce côté, moi j'aime bien, si je me dis je dois construire mon équipe avec les joueurs qui ont été le plus impactants, j'aime bien prendre un gars qui, encore une fois, je me répète, mais qui a un rôle limité, mais qui s'y tient, qui le connaît et qui le fait très bien. Je le mettrais. En fait, ça me dérange parce que j'ai envie de le mettre derrière KCP. Mais Ouais. d'un côté, il y a toujours ce côté valorisation de la rim protection. Ouais. Euh, Quelle était ta fourchette haute avant qu'on discute? En fait, ma fourchette haute, elle était autour de Kyle Anderson, Tyrese Maxey. En fait, entre Maxey et Grant Williams, en gros. Ah, d'accord, donc tu m'as promis un classement de folie, et en fait, c'est exactement là où on est. Moi, je m'attendais que tu le mettes derrière Evan Mobley, quoi. Alors, j'y ai songé, en fait, quand j'avais vu Turner. Et je me suis dit, Capella, défensivement, je le trouve meilleur que Turner cette saison. Mais le problème, c'est qu'il y a Wendell Carter Jr. Donc, si je valorise vraiment la rim protection, je le mettrais en huitième derrière Wendell Carter Jr. Mais j'avais omis ce côté un peu ball handling, connecteur qui est très important dans un roster du trio Smart, Anderson, Maxey. On peut le mettre par là, ouais. On peut le mettre par là, effectivement. Donc en fait, pour moi, c'est parce que, alors certes, il y a 3 places de différence, mais pour moi, c'est soit tu le mets dans le même range que Turner, Carter Jr. parce que tu valorises beaucoup le côté rim protection, et dans ce cas, tu le mets avec ce trio-là, même si Turner et Carter Jr. ont le côté shooting en offense, en attaque. Soit tu valorises plus le côté connecteur ball handling du trio Smart, Anderson, Maxey, et dans ce cas-là, tu le mets derrière ce trio-là. Et pour moi, je les classe un peu en trio comme ça. Et du coup, tu as 2 groupes. Et donc, soit tu le mets dans le premier groupe et dans ce cas-là, il est 8e. Soit tu le mets derrière le deuxième groupe et dans ce cas-là, il retombe, il chute tout de suite hors du top 10. Ce que je te propose, c'est de le mettre tout de même au-dessus de KCP. Ouais. Derrière Maxey, peut-être, si ça te va. Derrière les porteurs de balles. Ouais. Parce que Maxey, Kyle Anderson, Marcus Smart, c'est quand même porteur de balles et c'est gros temps de jeu. Si on le met juste derrière, et est-ce qu'on ne bougerait pas Harrison Barnes quand même? On met Capella, ensuite Harrison Barnes, et ensuite KCP. Est-ce que ça tire un truc comme ça? Et ensuite Grant Williams, c'est ça? Et ensuite Grant Williams, ouais. Ouais, ça me va très bien. Ouais. Parce que Grant Williams aussi... Ouais, faudra voir, faudra récolter les avis sur Capella, mais moi c'est vrai que ce petit temps de jeu me fait que, tu vois, s'il le faisait sur plus de 30 minutes par match, je le mettrais avec Carter Jr. ou pas loin. Ouais. Là, je me pose un peu la question et peut-être que non, peut-être qu'il faudrait pas. Pour moi, il restera quand même derrière Carter Jr. et Turner parce qu'il y a forcément ce côté shooting en attaque. Ouais. Mais dans la protection de cercle, oui, dans ce qu'il apporte défensivement, s'il y avait plus de minutes, ouais, il pourrait être plus haut. Ouais. Ok. Eh bien, faisons comme ça alors. Faisons comme ça. Et donc petit quiz spécial pour toi. Donc sur sa défense. Nous sommes le 17 mars 2023. C'est un contre sur Kevon Looney. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce contre très spectaculaire que je vous invite à aller revoir sur Kevon Looney?
Oh, alors là, du coup, Kevin Looney. Exactement. Clint Capella aussi, tu peux me dire. Clint Capella, oui. En plus, j'ai regardé un peu de Hawks, mais je suis peut-être pas remonté aussi loin. Trae Young, je suppose. Ouais, Dejounte ouais, Murray. John Collins. oui, DeAndre Hunter. exactement. DeAndre Hunter. Et donc Kevin Looney, Curry. Oui. Draymond. Pas Draymond, non. Clay. Oui, Klay Thompson. Wiggins. Pas Wiggins, non. DiVincenzo. Exactement, DiVincenzo. Et il en manque un. Je sais même plus qui ils avaient les Warriors cette année. Kuminga, non? Exactement, Jonathan Kuminga. Tout à fait, tout à fait. Voilà les joueurs sur le terrain. Au moment de cette action spectaculaire où en fait il vient contrer au panier sur un pick and roll qui se fait sur le côté, et sauf que lui il est sur Kuminga, mais il est à 3 points, et il vient depuis hyper loin pour effacer le contre. Donc très belle action. Encore une fois, on vous invite à aller revoir. Donc avançons, passons sur Buddy Hield. Donc 31 minutes de jeu par match pour notre ami Buddy Hield cette saison, 80 matchs. Évidemment, Buddy Hield d'une durabilité à toute épreuve. Je pense qu'il a manqué de matchs pour la fin de saison, ou je ne sais pas quoi, pour du tanking. 106 de true shooting plus, donc plus 6% par rapport à la moyenne sur 21% d'usage. C'est vrai qu'avec Buddy Hield, on est sur un shooter d'élite. Pas grand chose à côté, en dehors de ce shoot. Et qu'est-ce que ça vaut ça, au final ? Alors justement, je trouve que ce côté pas grand chose à côté, ça le dessert beaucoup, et on en parlera quand on le classera. Mais par contre, moi, je veux quand même donner un peu de sourire et parler un peu de positif, et je veux appuyer sur ce côté shooting, parce que ce côté shooting, il est quand même incroyable. Et souvent, quand on parle de meilleurs shooters de la ligue, on va penser à des Curry, les frères Curry. On va penser à des gars comme ça, mais on parle jamais. Enfin, je trouve qu'on parle pas assez de Buddy Hield quand on parle des meilleurs shooters, et on parle de cette saison, mais même de manière générale depuis plusieurs saisons en fait. Cette année, il a le deuxième meilleur true shooting plus de sa carrière. Quand on voit le nombre de shoots à 3 points qu'il prend, ça veut quand même dire pas mal de choses. En plus, il a épuré son jeu avec de meilleurs choix de tir. Il y a quand même plus de catch and shoot que des pull-up hasardeux qu'il avait à l'époque de Sacramento. Bon, je pense que Rick Carlisle n'est pas étranger aussi. Donc ouais, je trouve vraiment que ce côté shooting est vraiment élite. C'est pas c'est un bon shooter, c'est vraiment un des meilleurs shooters de la ligue. Je pense que si on ferait un classement comme ça, je pense qu'il est dans le top 8, voire même dans le top 5 des meilleurs shooters de la ligue. Et défensivement, je l'ai trouvé un peu plus concerné aussi. Là aussi, je pense que Rick Carlisle n'y est pas étranger, mais j'ai trouvé un peu... En fait, je trouve que son impact défensif est de 0, mais dans le sens purement mathématique du terme. Parce est-ce qu'il y a un zéro au sens littéraire du terme qui existe ? Non, mais enfin, c'est souvent quand on dit cette personne est 0, elle est nulle, elle est. D'accord, ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu veux dire neutre en fait. Oui, voilà, je veux dire, il est neutre, quoi. Il a vraiment ce côté. Okay. Il n'a pas un impact positif, mais il n'a pas un impact négatif non plus. Et on voit qu'en défense, en NBA, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont parfois des impacts négatifs défensivement. Donc, c'est pas 0 sur 20, c'est 0 entre moins 20 et plus 20 en fait. C'est ça. Ouais. Donc non, je trouvais ça intéressant de l'appuyer, ce côté shooting élite et défensivement pas négatif. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir dans le classement, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à côté, donc forcément, ça le dessert par rapport à tous les noms qui ont déjà été cités dans le classement. Non, mais c'est vrai qu'un des points importants que tu as soulevé, c'est le régime de tir, on va dire, et même au niveau des 3 points, où c'est vrai qu'on avait... à Sacramento, finalement, il s'est quand même plutôt pas mal testé au niveau des pull-ups, au niveau un peu plus de la création, avec des bons résultats, hein, d'ailleurs, mais là, cette année, on a un joueur assez différent, et ça saute aux yeux au niveau de
du pourcentage de paniers assistés, notamment. Ça, on est passé de l'an dernier, même à Sacramento encore, sur la fin d'année après le trade, il se testait encore un peu. Et on est passé de 61% de ces paniers qui étaient assistés à 76%. C'est quand même assez énorme que donc 3 paniers sur 4 de Bud Hill sont assistés. Quasiment 9 sur 10 à 3 points, 89%. Donc oui, comme tu dis, on a un régime de tir qui a un peu évolué. On est sur un shooter d'élite qui est plus typé role-player, mais pas forcément au sens négatif, en fait. Vraiment, c'est... Bah oui, il fait ce qu'il sait, et les catch and shoot. D'ailleurs, 42% sur les catch and shoot, sur ces fameux 229 joueurs à plus de 2 catch and shoot par match en moyenne en 2023, 29e. Donc, très efficace, évidemment. Et aussi, d'ailleurs, je crois que tu en as parlé un peu, mais c'est pas que des catch and shoot un peu statiques, il y a aussi beaucoup de shoot en mouvement, c'est ça qu'on aime bien avec lui. Ouais, totalement. Et je trouve que c'est vraiment ce côté qu'il faut lui, enfin, là-dessus qu'il faut lui rendre hommage, entre guillemets, hein. C'est vraiment ce côté, épuration de son jeu, en fait, tout simplement. Où Ouais. comme tu le disais, aux Kings, il se testait. Alors aussi parce qu'aux Kings, il y avait pas trop de ligne directrice, c'était un peu l'anarchie, dans la période où il y était. Et que là, il arrive, dans un endroit, dans une franchise avec un cadre. Et je trouve que oui, il a trouvé. Maintenant, il sait sur quoi il est efficace, et il le fait très bien. Et il fait un peu moins de fioritures, donc forcément, et avec, comme tu as dit, une palette de shoot. Alors pas dans le sens, il va prendre des pull-ups et du catch and shoot, mais une palette de catch and shoot justement, très variée qui le rend beaucoup plus dangereux offensivement. Après, le truc, c'est que il y a beaucoup de shoot et de shoot en mouvement, mais je trouve pas qu'on soit non plus à un niveau de vraiment du shoot en mouvement qui puisse être à lui seul un moteur offensif en termes de création de décalage, ou de par ce shoot en mouvement, tu peux créer une attaque autour de ça. Je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là On n'est pas au niveau d'un Duncan Robinson, je le trouve. Par exemple, ouais. Enfin, pour moi, il est élite sur ce truc-là. Ouais. C'est ça, ouais. Sans aller chercher Stephen Curry, évidemment, mais tu vois, effectivement, Duncan Robinson a plus ce côté-là, je trouve. Et l'autre truc qui me dérange aussi peut-être un peu, c'est pas trop de passes, voire même pas, enfin vraiment pas beaucoup, mais quand même pas mal de déchets et de turnovers. Donc c'est un peu dérangeant peut-être. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de création avec la balle au niveau du drive, au niveau de voilà, en termes d'efficacité sur drive, on est vraiment pas beaucoup, avec pas beaucoup de drive en termes de volume même. Et bon, on a dit ok, beaucoup de paniers assistés, il est dans son rôle et c'est bien, mais une fois qu'on change de référentiel, non pas qu'est-ce qui est bien, mais par rapport aux standards très élevés d'un top 100 de NBA, c'est vrai aussi que, bah oui, du coup, il y a moins de création et c'est comparé à d'autres qui vont être plus typés star, ça peut aussi le desservir. Oui, de toute façon, dans le côté, en fait, il a cette étiquette de shooter élite qui, dans les NBA actuels, est très importante pour le spacing, qui en fait lui donne ce ticket d'entrée pour ce top 100. Mais après, où est-ce qu'il va être à la fin dans ce top 100? Ah oui, je pense qu'il sera plus dans la deuxième partie que dans la première partie, hein. Ouais. Et tu vois, par rapport à un Bénédicte Mathurin, que pour l'instant j'ai pas dans la liste, ça te choquait pas qu'il y ait Buddy Hill plutôt que Mathurin? Sur cette saison-là, non, parce que Mathurin, comme on le disait, est plus jeune, donc il se teste. Les Pacers le testent aussi, sur différents styles de jeu, différents plays, où tu te dis, bah Mathurin, est-ce qu'il peut pas, oui, est-ce qu'on peut pas le tester avec la balle entre les mains? Est-ce qu'on peut pas le tester sur différents types de jeux? Donc forcément plus de déchets, hein. Oui, et puis pas efficace du tout. Oui, 97 de oui, true shooting plus. Donc oui, effectivement, ça change. Mais ouais, je ne sais pas. Une autre question que j'avais, c'était, certes, il a 31 minutes de jeu par match, donc un peu ce genre de gros statut, on va dire, mais à quel point est-ce que c'est pas lié aux Pacers, et à quel point, tu vois, je me pose des questions du genre Josh Green, qui a 25 ou 26, du genre Gabe Vincent, qui a 25 ou 26 minutes par match. Bon, bah finalement, est-ce que dans des bonnes équipes, ce genre de profil à 25-26 minutes de jeu par match, c'est pas similaire, voire même un peu mieux un Buddy Hill qui est à 30, mais dans une mauvaise équipe? Je sais pas. Bah alors Josh Green par exemple, moi j'aime beaucoup parce qu'en plus il y a le côté two-way player, Ouais. beaucoup plus que Buddy Hield évidemment. Mais c'est vrai, enfin moi je reste persuadé que ce profil de shooter élite qui peut, si tu l'entoures bien, enfin si tu lui dis que mec faut que tu défendes, qui peut ne pas être négatif défensivement, je pense que
n'importe quelle équipe en a besoin. Et je pense que si Josh Green est aux Mavs où le Heat a eu Gabe Vincent et pas Buddy Hield, c'est aussi le côté contrat, forcément. Parce que Buddy Hield prend pas les 4 ou 5 millions par an que prend Josh Green. Je sais même pas s'il prend 4 millions, je crois même qu'il prend moins. Mais... Ok, je pense que je suis un peu plus bas que toi sur sa défense, peut-être. On verra au niveau du classement, mais donc, où est-ce que toi tu l'imagines dans le classement actuel ? Dans le classement actuel, je pense que ça a été un des plus simples à classer, puisqu'il est dernier, donc c'est... Enfin, derrière Gordon Hayward, je l'ai mis. Ah ouais, carrément derrière Gordon Hayward. Ouais. J'ai hésité entre derrière ou devant Gordon Hayward, mais en tout cas, il était devant le top 14 que j'avais là. Top 15. Enfin oui, top 15, mais non, je veux dire derrière Quentin Grimes, c'était sûr. Ah d'accord, ok. Et après, Oui, j'hésitais entre devant ou derrière Gordon Hayward. Ok. J'avoue que j'avais un peu une fourchette haute qui s'arrêtait impérativement avant Jeremy Grant, de mon côté. Mais oui, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. J'ai pas l'efficacité sous les yeux de Quentin Grimes, par exemple, cette saison. Mais par contre, Quentin Grimes est un meilleur défenseur, je trouve. Et ils ont les deux, Grimes et Gordon Hayward, ont ce côté connecteur justement que n'a pas Buddy Hield. Comme on l'a dit, Buddy Hield, c'est vraiment du shoot et rien d'autre, si je caricature. Là où Quentin Grimes et Gordon Hayward, il y a du shoot, il y a aussi de la défense, il y a aussi ce côté connecteur, ils peuvent un peu porter la balle, surtout Gordon Hayward. Donc bon, après Gordon Hayward, il y a aussi le côté blessure, mais ça c'est autre chose. Pour te dire, Quentin Grimes est à 107 de true shooting plus, et notamment 40% à 3 points. Donc efficace, même si c'est plus petit volume. Et Hayward, pour le coup, n'est pas efficace. Pas efficace, moins bon en défense aussi, peut-être à cause des blessures et tout ça. Donc il y a peut-être bataille, effectivement, Gordon Hayward, Buddy Hield, mais ça peut m'aller, ouais. Ah ouais. Il y a le côté polyvalent avec Gordon Hayward, mais après c'est vrai que je suis peut-être biaisé dans le sens où bah forcément, même si on veut regarder que la saison 2023, c'est dur de pas omettre le style de joueur en fait qui était il y a même pas 1 an ou 2 ans en fait. Mais sur la saison 2023, oui, je peux l'entendre. En tout cas, pour moi, Buddy Hield est dans ces eaux-là, derrière Quentin Grimes, et après soit devant, soit derrière Gordon Hayward. Là, ça me dérange pas. Non, mais je veux bien te suivre. On peut le mettre dernier, effectivement. On verra si on s'ajuste ou pas selon les retours des auditeurs et des intervenants, mais c'est ok. Quand tu m'as dit que tu aimais bien sa défense, je me suis dit, oula, il va aller le placer à côté de Marcus Smart peut-être, ou assez haut. Non, en fait, c'est surtout, quand je dis ça, c'est surtout par rapport à l'étiquette qu'on lui colle. Buddy Hield a souvent eu cette étiquette de joueur catastrophique défensivement, et en fait, voilà, je voulais juste redorer un peu le blason sans dire que c'est un bon défenseur. Je trouve qu'il y a quand même bien pire que lui. Ça me va. Ok, mettons-le là. Mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 29 décembre 2022 et c'est le panier le plus rapide de l'histoire. Donc c'est un 3 points de Buddy Hield. Et en fait, il prend le tir juste après l'entre-deux en fait, entre les Pacers et donc les Cavaliers, puisque les Cavaliers sont apparemment dans tous les quiz que je veux faire. Mais donc le panier le plus rapide de l'histoire, j'ai vu ça apparemment. Entre deux, directement, ça tombe sur Buddy Hield qui enchaîne à 3 points. Est-ce que tu es capable de donner des joueurs sur le terrain au moment de ce tir de Buddy Hield ? Alors là, du coup, si c'est dès le début, il y a... c'est plus facile. Il y a Garland, Donovan Mitchell, Mobley, Jarrett Allen. Oui, et voilà, et l'ailier, ça va être le plus dur. Je dirais Okoro. Non, pas Okoro. Qui est-ce qu'ils peuvent starter ? Ah, Lamar Stevens. Exactement, Lamar Stevens. Ouais. Qui depuis a été échangé aux Spurs et coupé, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Ouais. Et du coup, côté Pacers, donc Buddy Hield. Bravo. Tyrese Haliburton. Oui. Miles Turner. Oui. Qui c'est qui Mathurin est sorti du banc. Nesmith. Il n'y a pas Nesmith ? Oui, tout à fait. Ouais. Aaron Nesmith. Et qui est-ce qu'ils ont le 5e ? Parce que Isaiah Jackson sort du banc. Non, c'est une autre Assemblée nationale. Une autre On avait déjà Aaron Nesmith, AN. C'est un autre AN. Nembhard, Andrew Nembhard. Exactement, puisqu'on rappelle que les Pacers ont le droit de drafter que des joueurs de plus de 27 ans. C'est vrai. Nembhard fait partie du lot.
Non, j'exagère. Oui. Je crois qu'il a quoi, là, 23, un truc comme ça. Bon, il s'était fait drafter à 22 ans, c'était l'année dernière. Oui, il doit avoir 23 ou 24, je pense. Ouais. Bon, heureusement, Duarte est parti. Mais bref, voilà donc qui est sur le terrain au moment de ce panier très très rapide, et donc apparemment le plus rapide de l'histoire, ou presque en tout cas, vu que c'était ma source est un titre de vidéo YouTube, donc à prendre peut-être avec des pincettes. Mais avançons donc et finissons avec le plat du jour. Quelqu'un en plus que tu connais bien sûr, Jason Tatum, toi le podcasteur sur les Celtics et le fan de Boston. Tatum, donc 37 minutes de jeu par match en moyenne cette saison, 74 matchs, 104 de true shooting plus, donc moins que James Harden en termes d'efficacité, mais sur un plus gros volume, 33% d'usage de volume de responsabilité et d'utilisation. Clairement, pour moi, on est sur un joueur qui va être calibre top 10 NBA au final. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'au niveau du classement, du classement actuel, je pense que sa place est réservée. On peut commencer par le classement, exceptionnellement, on peut le mettre numéro 1, oui. Mais non, oui, bah, de toute façon, t'as dit déjà pas mal de choses, hein. Il a quand même un très bon true shooting, même si c'est pas du niveau d'un James Harden, mais il y a eu des très gros volumes. Je l'ai trouvé un peu en deçà en termes de playmaking par rapport à ce qu'il avait montré ces dernières saisons. Pas tant en termes de qualité, mais plus en termes de quantité, de volume justement. Mais bon, ça a été aussi dû, je pense, à l'ajout de Brogdon, à Derrick White qui a été pleinement intégré dans les systèmes, et à Marcus Smart, donc ce trio de guards qui ont eu pas mal le ballon en main. Donc forcément, j'ai l'impression que cette année, on a demandé à Tatum de beaucoup plus se concentrer sur le scoring, beaucoup moins sur le playmaking, chose qui va changer d'ailleurs pour l'année prochaine, je pense, j'espère. Mais non, très très efficace sur un très gros volume au scoring. Défensivement, moi j'ai toujours trouvé très bon. Peut-être un petit peu en deçà, si je prends de manière générale toute la saison, un petit peu en deçà de la saison précédente par exemple. Mais par contre, il y a eu des très grosses séquences, notamment en playoff, où parfois défensivement c'était le meilleur joueur de l'équipe. Mais non, oui, Tatum. Enfin, moi, je trouve incroyable. Il y a eu beaucoup de déchets sur son pull-up à 3 points. Oui. Et c'est ce qui rend en fait son true shooting et son efficacité globale encore plus impressionnante quand on sait le trou d'air qu'il a eu sur son pull-up à 3 points d'ailleurs. Oui, c'est là-dessus où j'allais rebondir. Tu disais très efficace sur un gros volume. Je dirais plutôt efficace sur un gros volume. Ou alors bien efficace, peut-être entre les deux. Mais c'est vrai que 104 de true shooting plus, c'est bien. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors, c'est peut-être des standards trop hauts, je ne sais pas. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a un gros volume de pull-up à 3 points qui est un peu venu plomber tout ça. J'ai les chiffres là, il est à 29% au niveau des pull-up à 3 points sur quasiment 5 tentatives par match de pull-up à 3 points, selon les stats de NBA.com. Et c'est parmi les joueurs qui prenaient au moins 2 pull-up à 3 points par match en 2023. Il y avait 58 joueurs qui répondaient à ce critère. Il est 56e à l'efficacité. Donc oui, on est sur une mauvaise année de pull-up à 3 points qui a peut-être tiré le tout vers le bas, parce que si tu regardes ailleurs, au niveau des drives, on est dans la moyenne à peu près 1,21 points par tir sur les tirs en fin de drive, layup plus lancer franc. C'est au niveau de Paul George, c'est au niveau de Bradley Beal, on est au niveau de la moyenne, 19e sur 49 parmi les joueurs avec 2 gros volumes de drive, minimum 10. Catch and shoot, 40% sur les catch and shoot, sur un gros volume également de plus de 4 par match. Voilà, là encore, on est plutôt dans la partie très haute du classement. Mais c'est vrai que le truc avec Tatum, pour moi, qui va peut-être le faire descendre, pas aujourd'hui, mais peut-être par rapport à d'autres candidatures, on en reparlera, mais c'est qu'il n'y a pas un aspect de playmaking et de création collective à haut niveau. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est pas tant un moteur offensif de très très haut niveau, alors que paradoxalement, c'est exactement ce que fait Joe Mazzulla, c'est le principe très simple, les systèmes très simples, on fait du spacing et on laisse Tatum et Brown être un peu nos créateurs et nos moteurs offensifs, mais il l'est pas totalement en fait, je trouve. Bah surtout, comme je disais, surtout cette saison. En fait, je trouve que
on sait que c'est pas un playmaker inné comme peuvent l'être des Trae Young, des Luka, etc. Ouais. Mais il a bossé dessus ces dernières saisons et ça fait 3 saisons, je trouve, qu'il a vraiment montré des progrès depuis en sortie de bulle. En fait, il a vraiment commencé à montrer des gros progrès au playmaking. Et bizarrement, cette saison, je l'ai trouvé moins bon en termes de volume, mais aussi en termes d'efficacité sur le playmaking. Ouais. Par contre, à l'inverse, et ça c'est quelque chose qu'on lui avait pas mal reproché, c'était de se prendre un peu trop pour Kobe à tenter des mid-range, des pull-ups un peu compliqués. Oh, c'était il y a longtemps, c'était en 2019, ça va, c'était sa deuxième année. Mais je trouve que cette année, il a fait un bond très fort pour aller chercher des lancers francs. Oui. Sur Oui, les oui. drives et pour aller chercher le lancer franc, donc je l'avais sous les yeux, son taux de lancer franc qui est à donc son free throw rate plus qui est passé de 120 à 150, enfin de 121 à 150. Donc il y a quand même un gros step up là-dessus, et je pense que c'est aussi la voie à prendre en fait comme tout pour toutes les superstars. On en a parlé pour James Harden, époque Houston. Voilà, c'est aller chercher les lancers francs, c'est ce que font toutes les stars pour aller chercher des points faciles. Et même si c'est pas beau à voir, c'est ce que faisaient des Kobe, c'est ce que faisaient des LeBron, c'est ce que faisaient des Michael Jordan. Enfin, c'est ce que font les meilleurs joueurs en fait. Mm. Donc là-dessus, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ce côté playmaking, moi j'y crois parce qu'on l'a vu. On a vu qu'il en était capable. Après, je sais pas à quel point l'ajout de le fait d'avoir 3 guards à usage assez important, qui étaient Smart, Brogdon et White, impactait son playmaking. Est-ce que cette année, en fait, la perte de Smart va pas l'obliger un peu à prendre un peu plus de responsabilité sur la création offensive? Je pense que oui, j'espère, parce que si c'est pas lui, ça veut dire que c'est Brown. Donc j'espère que ce sera lui. Et ça va être très intéressant de voir si est-ce qu'il en est capable, en fait, tout simplement. Après, c'est possible. Enfin, tu parlais de Paul George. C'est possible que Tatum soit dans le même style qu'un Kawhi, qu'un Paul George. C'est-à-dire ce genre d'ailier qui est très fort, qui est quand même un des tout meilleurs NBA, mais qui, s'il veut gagner, aura quand même besoin d'un playmaker plus fort à ses côtés, comme Kawhi a eu Kyle Lowry aux Raptors, par exemple. Ouais. La légende, Kyle Lowry, on dit. Sur le basket lab, on dit la légende, Kyle Pardon, Lowry. je m'en excuse. Mais c'est possible que Jason Tatum soit ce genre de joueur-là et pas toute proportion gardée évidemment, pas un LeBron qui peut être cet ailier scoreur mais aussi playmaker, ou C'est ça, un ouais. Luka ou d'autres. Bah, c'est pour ça, pour moi, il n'a pas forcément le potentiel pour être un chapeau 1 playmaker, un peu comme LeBron, un peu comme Doncic, etc. On est plutôt sur un chapeau 2, et tu vois, tu parlais de Paul George. Paul George, c'est un peu pareil, et je pense qu'on est plutôt dans cette veine-là de peut être polyvalent, peut créer un peu pour autrui, notamment balle en main, peut faire ce genre d'action, mais ça sera jamais un chapeau 1. Et je pense que Paul George n'a jamais été chapeau 1 dans ce domaine-là. J'ai pas de mal à voir Tatum faire un peu pareil, parce que il n'y a pas ce côté totalement manipulation de défense ou créativité à grand volume, etc. Mais je mets pas tant ça sur son dos que sur le côté, bah ouais, mais à Boston, ça ferait un peu de bien un peu plus de diversité offensive et pas faire justement que. Parce que si tu as James Harden, bah, il n'y a pas de problème. Tu as le James Harden des bons jours dans son prime, bah oui, tu fais un spacing et tu le laisses opérer. Là, je trouve que c'est beaucoup demandé à Tatum alors que c'est pas totalement son profil et que justement il peut faire tellement plus de choses en termes de polyvalence, en termes de manière d'être utilisé, en termes de jeu sans ballon. Donc moi là-dessus c'est un peu une déception par rapport à Joe Mazzulla, mais bon c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour dire que il a pas le passing de certains, mais en même temps ce serait un peu injuste de s'attendre à ça de sa part. Et c'est vrai que cette année, tu vois, sur les joueurs à plus de 30% d'usage sur Cleaning the Glass, plus de 30% d'usage si tu classes selon le fameux ratio de playmaking, le assist percentage divisé par usage percentage, donc à quel point est-ce que le joueur fait des passes comparé à son nombre de ballons, il est 20e sur 23. 20e sur 23 en termes de ratio de playmaking par rapport aux joueurs à gros volume, seulement devant des Anthony Edwards, des Donovan Mitchell et des Jaylen Brown, évidemment. mais en même temps, encore une fois, il y a aussi de la valeur dans ce côté polyvalence offensive avec et sans ballon. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé aussi, mais on est peut-être sur un des tout meilleurs two-way players de NBA avec sa défense. Oui, totalement.
Totalement. Mais sur le côté playmaking, je voulais revenir dessus parce que Vas-y. on a vu pas mal de, il y a pas mal de fois, on a vu des passes, voilà, des passes cross courtes ou pour Ouais. une très bonne relation, je trouve, pour aller chercher son pivot, qui va être très importante parce que maintenant que Marcus Smart est parti, qui était un des seuls fournisseurs de ballons pour Robert Williams, ça va être intéressant de voir ce que Tatum peut faire là-dessus. Et je trouve qu'il l'a pas mal, il l'a déjà pas mal montré qu'il en était capable. Après, comme tu l'as dit, c'est sur petit volume en fait. Et sur gros volume, Ouais. je pense pas qu'il peut garder la même efficacité en playmaking qu'un Luka ou qu'un Harden avec le volume justement de gars comme ça, quoi. Donc Disons que s'il gratte un peu sur le playmaking et que l'an prochain il met ses pull-ups à 3 points, on peut avoir une top saison calibre MVP en plus. Hein. Si Boston est premier à l'Est ou un truc comme ça, on n'est pas assez loin, on n'est pas si loin que ça, je veux dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais d'un Tatum de très très haut niveau en fait. oui, bah de toute façon, on en avait parlé tout au début, un true shooting plutôt bon de 104, le true shooting plus, tout ça avec des pull-ups à 3 points qui sont pas rentrés. Mais pas rentrés, c'est pas il a fait une saison moyenne de true shooting de pull-up à 3 points à 33%, c'est vraiment ils sont pas rentrés moins de 30%. 29, je crois que tu disais quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on lui demande même pas de tourner à 40% sur ses pull-up à 3 points, mais même si ça monte à du 33-34%, ce qui serait déjà très bien, tout de suite, ça va le faire passer sur une autre dimension, lui et les Celtics à côté. Mais en fait, je voulais juste appuyer sur le fait que, tu le disais, je pense pas que Tatum sera un jour chapeau 1 en termes de playmaking, euh, comme peuvent l'être des Luka, des LeBron, etc. Mais c'est pas parce qu'il est pas chapeau 1 playmaking qu'il peut pas être un des tout meilleurs joueurs NBA. Parce que souvent, on a tendance Tout à à... fait, oui. par Ouais. exemple, pour moi, un KD n'est pas chapeau 1 playmaking. Oui, oui, clairement. Et pourtant, on est sur un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Donc voilà, c'était juste pour Ouais, ouais. rappeler ça, que l'un ne va pas forcément, enfin, ne veut pas forcément dire qu'il peut pas être un des tout meilleurs, un MVP et porter une équipe vers le titre. C'est juste que les joueurs qu'il a besoin autour de lui vont être différents de ce qu'ont besoin des Luka, des James Harden ou des LeBron. Et quand Brad Stevens va revenir en février, quand Mazzulla se sera fait virer, peut-être qu'on verra plus de polyvalence offensive. Bref, on verra. Non, mais ce que je te disais, c'est pour moi, il a pas, il peut, enfin, ne serait-ce qu'en grattant un peu sur un peu le scoring et un peu le playmaking, pour moi, on est, voilà, si tout se passe bien collectivement pour Boston, on peut avoir un MVP 2024, assez clairement. Vu qu'apparemment Jokic ne peut plus l'avoir. Il était d'ailleurs dans la discussion pour cette année. Bon, il a très vite été distancé après, mais il était dans la Ouais. discussion pendant les premiers mois déjà. Donc niveau classement, on se prend pas la tête, on le met un peu numéro 1, assez logiquement, je pense. Oui, il n'y a pas de surprise. Donc c'est bien, on a un nouveau numéro 1 et on a un nouveau dernier aussi. Nouveau premier, nouveau dernier aujourd'hui. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai accepté que Buddy soit derrière Gordon Hayward, c'est pouvoir prononcer cette phrase. mais bref, non, plus sérieusement, petit quiz pour finir. Donc, nous sommes le 15 mars 2023. C'est un poster dunk de notre ami Jason Tatum sur un protecteur de panier. Est-ce que je dis son nom ou pas? Allez, sur Rudy Gobert. Avec, je sais pas si tu t'en souviens, derrière il y a une chute un peu inquiétante d'ailleurs. Mais un très beau dunk. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Alors bon Tatum, Rudy. L'action ne te dit rien alors? Non, l'action me dit rien comme ça. Ah là là, le dunk est quand même pas mal. Hein. Et en plus, t'es fan de Boston. Ouais, mais justement, c'est le problème en fait, c'est que quand t'es fan de Boston et que tu regardes tous les matchs, tu peux pas retenir toutes les actions de tous les matchs. Et vu que je suis plus focalisé en ce moment à retenir les turnovers de Jaylen Brown que les dunks de Tatum, donc il y avait peut-être du Grant Williams, il jouait encore. Non, pas Grant Williams, non. Bon, Jaylen Brown, Oui, Marcus Smart, oui, alors Ford. oui. Et il m'en manque un cinquième côté Celtics. Breaking Bad. Pense à Breaking Bad. Comment il s'appelle le Derek personnage? White. Exactement. Le fils de Walter White. Et du coup, côté Wolves, Anthony Edwards. Oui. Gobert, j'ai dit. Taurean Prince. Exactement. Tu m'as pas laissé faire une blague avec les princes de lui. Tant pis. Désolé. Et par contre, je sais même plus qu'ils avaient les Wolves à côté d'Anthony Edwards.
où il faisait jouer Torian Prince. Ah bah, mince. Kyle Anderson, non? Oui, Kyle Anderson, oui. Kyle Anderson, Anthony Edwards, Rudy Prince, Gobert, tu m'as dit, Prince, Gobert. et je sais On est même- en mars. ah bah, D'Angelo Russell. Non, bah non, Et non, Mike Conley, pardon. Oui. Exactement, justement, c'est Mike Conley. Oui. mais donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout fait. On a notre classement, on a parlé du best of the rest, on a tout bien fait. Mais merci beaucoup en tout cas, Ticro, je t'ai appelé Ticro. Titouan, merci beaucoup Titouan d'être venu sur le Basket Lab. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'était sympa et je suis pressé de voir ce que va donner ce top 100 et est-ce que Tatum restera dans le top top 8 d'ici la fin du top 100. Ah, je pense quand même. On croise les doigts. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà, déjà le 4e numéro de la syllabe, ça nous fait pas mal de monde, hein. On a déjà un petit top 20, on a aussi déjà noté quelques noms de best of the rest. On verra comment est-ce qu'on va les gérer, je pense qu'on va en discuter et on les classera peut-être de manière un peu organique. Et on verra qui sera de facto 100e ou après la 100e place. On verra ça. Et donc, pour la prochaine fois, on va se retrouver pour un nouveau numéro du Crossover. Donc notre saga de crossover durant l'été, le Crossover. Et donc, justement, la prochaine fois, on va parler de football américain. Donc de la NFL. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Titouan d'être passé une nouvelle fois sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.